Ce matin-là, dans ma région natale des Bois-Francs, en me rendant sur le haut de la montagne, j'avais l'impression d'être sur les traces du peintre Suzor Côté. C'est dans ces parages, il y a 100 ans, que le peintre venait poser son chevalet pour se nourrir de beauté. Je cherchais depuis longtemps un prétexte pour planter ma caméra devant les paysages de mon enfance. Suzor Côté m'offrait ce prétexte. C'est pour la mémoire que je fais ce film, me fondant dans les neiges locales de Suzor Côté. En redécouvrant avec ma caméra les paysages qui ont inspiré Suzor Côté, j'entends les propos de Jean-René Ostigui, conservateur de musée à la retraite. Il disait que les recherches de Suzor Côté sur la lumière et la matière annoncent la révolution de la peinture au Québec dans les années 40. Suzor Côté affirme sa vision en chantant sur la toile les couleurs de sa terre natale, les Bois-Francs. Il participe ainsi à définir l'image d'un pays qui se cherche une identité. Aux grandes analyses, j'ai préféré le portrait. En glanant des fragments d'écrits de Suzor et de ses contemporains, j'ai esquissé à grands traits le cheminement de l'artiste vers son absolu. Je me présente, Renaud Lavergne, avocat, contemporain et ami de Suzor Côté. Il y aurait beaucoup à dire sur cet Aurel Côté, comme nous l'appelons dans notre village. Suzor Côté est né à Arthabascaville le 6 avril 1869. Son père, le notaire Théophile Côté, originaire de Nicolet, est percepteur du revenu pour la province de Québec. Sa mère, Cécile Adéline Suzor, est issue de la bourgeoisie de Québec. La famille de l'artiste fait partie de la petite élite locale du village. Située au cœur des Bois-Francs, Arthabasca, qui signifie « pays des roseaux », est adossée aux Appalaches et entourée des rivières Nicolet et Gosselin. L'érable à sucre domine les lieux. Cet univers marquera l'œuvre de l'artiste. Suzor Côté fit ses études primaires au Collège des Frères du Sacré-Cœur d'Arthabascaville. Là, il apprit les éléments du dessin et de la peinture. Alors, comme c'est une œuvre précieuse, on l'a bien encadré, bien indiqué de quoi il s'agit. J'espère avoir ce qu'il faut. Quelle sorte de système vous avez là? C'est vissé? Ah, tout simplement. Ouais. Donc, elle n'est pas roulée. Vous ne la gardez pas roulée, finalement. Elle était roulée, mais okay. On a dit c'est dangereux. Exactement. Certainement pas la peinture. Très bien. Très, très bien. Je vous félicite de votre initiative. Là. Vous avez, c'est un modèle, ça. J'espère que tous les gens de musée vont voir ça. Donc, c'est le tableau de l'Académie commerciale d'Arthabascaville qui a été réalisé. C'est encore signé Aurel, Marc Aurel. Hein? C'est pas encore Suzor. Aurel, oui. Suzor, c'était un élève qui avait des difficultés dans les matières ordinaires, français, mathématiques, tout ça. Pas par manque de génie ou pas par manque d'intelligence, mais parce que son intérêt était ailleurs.
Son intérêt se portait sur le dessin et son intérêt se portait sur les arts. C'est ce qu'on raconte, c'est pas moi qui l'invente. Qui enseignait les arts ici à ce moment-là? Il y a eu le directeur du collège fondateur ici, qui s'appelait le frère Cyrinus. Ça, on le trouve dans les éphémérides que vous avez ici, dans les éphémérides de 1872 à 1905. C'est bien indiqué ici que le frère directeur, qui enseignait en même temps, dans ce temps-là, c'était la mode, donnait des cours de dessin. Un peu plus loin, on trouve le frère Népotien, qui, lui, était artiste. Et dans ces éphémérides, on voit là, Suzor, qui s'appelait Marc Aurel dans le temps, mais ici, ils écrivent Aurel seulement, fils du notaire. Lorsqu'on termina l'église paroissiale d'Arthabasca, le curé Brisson, conseillé par ma tante Joseph Lavergne, fit appel à des peintres décorateurs pour les fresques. C'était l'occasion pour Suzor Côté de gagner quelques sous et de faire ses premières armes dans la décoration. Suzor Côté, qui vient de commencer ses études d'art à Montréal à l'école de l'abbé Chabert, est engagé pour travailler sur le chantier et donc peut travailler dans son village à une commande assez importante quand même, puisque Rousseau va l'initier à toute l'iconographie occidentale traditionnelle. Ce qui est intéressant comme forme d'apprentissage, c'est de voir de jeunes artistes qui viennent aider et apprendre sur des chantiers importants comme celui d'Arthabascaville en leur métier. Bordua va le faire avec Ozias Leduc, ici, Suzor Côté avec Rousseau. La légende veut qu'il ait fait des angelots. Ben, c'est pas Suzor qui décide quels angelots il va faire et comment il va les peindre. Il les reproduit simplement. Il les reproduit. Ils sont peints en camailleux et ils viennent justement de gravures de la Renaissance italienne. Encouragé par ses parents à poursuivre son apprentissage, Suzor Côté s'embarque pour Paris en mars 1891. Il va grossir le contingent de Canadiens français qui se rendent dans la ville lumière pour se perfectionner dans différents domaines. Parrainé par le commissaire du Canada à Paris, Hector Fabre, Suzor Côté s'inscrit à l'École des Beaux-Arts, où il étudie avec Bonnat, portraitiste favori des milieux officiels sous la Troisième République. Mais la rumeur persiste encore aujourd'hui à l'effet que Suzor Côté serait monté à Paris pour étudier le chant, et non la peinture. Il faut dire qu'il avait une magnifique voix de baryton. Alors, un autoportrait de Suzor Côté de 1894, au moment où il est à Paris, et déjà il a appris à travailler le pastel au-delà de ce que le pastel peut faire habituellement, avec beaucoup de liberté dans le traitement de la cravate, l'idée du temps qui passe avec la fumée de la cigarette. Et ce qui est surtout plus important, je pense, c'est le point de vue, le cadrage qui se donne, hein, qui nous domine un petit peu, qui nous regarde de haut. Évidemment, c'est le miroir qui regarde dans lequel son image se reflète pour pouvoir se dessiner, mais ça donne cette allure un petit peu supérieure, un petit peu hautaine, qu'on aime bien associer à la personnalité de Suzor Côté. Arthabascaville, l'Union des cantons de l'Est, 18 novembre 1891. Monsieur Marc-Aurel Côté, qui étudie la peinture à Paris, doit envoyer prochainement à Montréal son tableau « Les coteaux de Senlis ». Ce tableau, avant son envoi, sera exposé au Salon des Arts à Paris. C'est un succès pour ce jeune artiste qui sera, parmi les Canadiens ayant étudié à Paris, le premier qui aura exposé à son âge. Ce n'est qu'à Paris que ses maîtres lui conseillèrent d'ajouter au nom de Côté, plutôt terne, disait-il, un deuxième nom qui lui donnerait du corps. Il choisit avec raison le nom de sa mère et signa depuis ses œuvres Suzor Côté. Mes chers amis, de bien bonne heure, j'avais rêvé d'être peintre. Et malgré le peu d'avantages qu'il y avait, il y a 10 ans dans notre pays, au point de vue du développement d'une vocation artistique, je suis, passant par Paris incomparable, devenu peintre. Mais il me reste encore beaucoup à faire. Devenir un artiste. Car la course vers le beau, vers l'idéal, est certainement empoignante. Mais la matière est là pour alourdir et gêner l'élan.
Les quelques récompenses que j'ai obtenues m'ont été bien sensibles. Puis venant d'un pays toujours aimé, la France, elles ont un cachet de plus, quelque chose de familial. Si loin du pays, j'ai pensé à vous tous dans les découragements inévitables. Et au moment du succès, j'ai murmuré des noms de parents, d'amis. J'avais hâte de vous revoir. Merci, chers amis. Et efforçons-nous de travailler pour cette grande et noble cause, le développement de l'art dans notre cher Canada. Arthabascaville, l'Union des cantons de l'Est, 24 octobre 1895. Monsieur Suzor Côté est maintenant installé dans l'atelier de peinture qu'il s'est fait construire sur la propriété de son père en ce village. Ainsi que Monsieur Côté l'a annoncé, il fera une spécialité du portrait à l'huile et au pastel. Loin du palais de ton père le roi, pourquoi dis-moi, errer triste et sombre? Au fond des pâles, des yeux clairs et bleus, des feux, des cieux, scintillent dans l'ombre. Loin du festin, dédaignant le putain que t'apportent des gens de guerre. Au prince rêveur, qu'as-tu donc dans le cœur qui rallie et qui désespère? C'est le parfum des muguets en fleurs qui me met les yeux en pleurs le long de la rive. C'est le parfum des muguets fleuris qui fait que je pleure et je ris le long de l'eau vive. Bellissime. Reviens, c'est le jour du tournoi, la loi du roi punit le rebelle. Prends ton épée et ton bouclier d'or, le corps encore résonne, il t'appelle. Quelle est la traite qui dans cette forêt t'a soumise à d'indignes charmes? Au prince enchanté répond la vérité, pourquoi te sourire et ces larmes? Si tu me vois les yeux tout en pleurs, c'est que les muguets sont en pleurs le long de la rive. Si devant toi je pleure et je ris, c'est que les muguets sont fleuris le long de l'eau vive. Au fond des bois. L'Union des cantons de l'Est, 29 octobre 1896. L'honorable Wilfrid Laurier, à l'atelier de M. Suzor Côté. Malgré les multiples occupations qu'il a eues durant son court passage parmi nous, M. Laurier a trouvé un instant pour aller visiter notre jeune artiste chez lui. Ce sont de ces encouragements dont le peintre seul sait connaître le prix, car pour lui, l'avenir dépend souvent des faveurs que lui prodiguent les têtes couronnées. Nous croyons savoir que M. Laurier a donné une commande assez importante à M. Côté. Un jour, j'ai trouvé ce portrait-là. Mais derrière le portrait, c'était marqué « Madame Laurier, 5 $. Mais Graziella, elle s'appelle Graziella. Mais il y avait une personne que je connaissais qui s'appelait Graziella. Elle s'appelait Graziella Bourbeau, puis elle habitait Victoriaville. Alors, comme Graziella était d'une famille à l'aise, elle avait sa voiture et son cheval. Et puis, Suzor marchait sur le trottoir et dit « Graziella, peux-tu me conduire chez moi? » C'est pas tellement loin, Victoriaville. Graziella vient le reconduire. Rendu ici, Suzor, il dit, veux-tu débarquer? Je vais faire ton portrait. Elle a débarqué. Puis elle dit, je m'en souviens très bien. Elle dit, j'ai été privée de mon cheval pendant 1 mois que j'ai pas pu sortir mon cheval et ma voiture. Alors elle dit, je me souviens du tableau de Suzor. Sa mère la punissait, quoi? Ben oui, elle avait été punie parce qu'elle avait... Pourquoi elle avait amené Suzor qui marchait sur la rue jusqu'ici, puis qu'elle était débarquée dans la maison? Pour causer. Ben oui, pour causer. C'est la symphonie pathétique. Si vous allez au Musée de Québec, allez voir le tableau de Suzor. Ça, c'est le dessin pour le tableau de Suzor.
Puis j'aime mieux le dessin que le tableau, qui est grand comme ça, hein, parce qu'il est en rose et bleu ou en vert pâle et je sais pas quoi. J'aime pas ça. Mais ça, c'est bon, à mon goût. Parce qu'il est fort comme tableau. Hein? On voit le vent dans ses cheveux. C'est beau. Je trouve ça bien beau. Le tableau a été offert à M. Léopold Fortier en souvenir d'une bonne amitié. Il est signé de Suzor Côté du 14 novembre 1926. Suzor a aussi ajouté que c'était l'esquisse préparatoire pour mon tableau, symphonie pathétique inspirée de Tchaïkovski. Je n'y touche plus. Ça, c'est la source de Suzor Côté. C'est l'un des premiers nus qui a été présenté à l'Art Association de Montréal. Il l'a présenté en 1915. C'est le premier artiste canadien-français qui expose des nus à Montréal. C'est intéressant de s'apercevoir que dans les journaux de l'époque, personne n'en parle. Est-ce que c'est à cause du contexte lyrico-nationaliste de l'époque ou bien c'est tout simplement parce que l'œuvre de Suzor Côté est associée à la représentation de paysages et de paysans? On sait qu'il y a un marché pour les nus parce qu'on a retrouvé des nus que Suzor avait fait bien avant 1915. Je parle de véritables nus érotiques. L'atelier à Suzor Côté, ça a été vendu. Il y avait un curé qui voulait faire un musée avec ça, son frère, à Suzor Côté. Il avait juste qu'à faire ça à la municipalité de Arthabasca. Puis la municipalité n'en voulait pas. Il était-tu mort à ce moment-là, quand ça a été vendu? Il était décédé? Ça faisait 18 ans qu'il était mort. Ils ont fait un encan, ils ont vendu son falais et toutes ces choses qu'il y avait. Là, les pinceaux, ils avaient vendu ça. Là. Les meubles qu'il y avait dans ça. Puis moi, j'ai racheté l'atelier pour faire une maison. L'atelier de Suzor, pour faire une maison, qui est à Arthabasca, là, à l'heure actuelle. Il y a beaucoup de nus. Je sais qu'il y avait des nus là, dans ça. C'était quasiment péché, ça. Puis ça n'a pas été vendu. Ça a resté avec la bâtisse. Puis nous autres, on avait amené ça dans la cave, là. On gardait ça dans la cave. Puis moi, nous, on trouvait ça embarrassant, fait qu'on brûlait ça. Ça ne va pas de rien d'extraordinaire, parce que pour que la ville refuse ça, puis faire un musée, c'est juste en face de l'hôtel de ville, là, au bord du chemin. Puis quand ils ont fait en camp, il y avait des antiquaires, là. Les meubles se vendaient. Puis ça, personne... Ça n'intéressait pas personne. En quelle année? En 55. Suzor Côté s'embarque pour Paris en octobre 1897. Il continue de perfectionner son art aux ateliers libres Julian et Coloracy, où il se distingue en gagnant plusieurs prix. Il obtient même une médaille de bronze à l'Exposition universelle de Paris en 1900. C'est en 1902, à Paris, qu'il va rencontrer Alfred Laliberté,
celui qui va devenir un de nos plus grands sculpteurs nationaux. Un jour de Noël, j'étais à prendre mon maigre repas quand on frappa à ma porte. J'ouvre. C'était Suzor Côté, l'artiste canadien dont j'avais entendu parler à Arthabaska, fils d'une famille instruite et cultivée de chez nous. Alfred Laliberté, lui, est né dans le bois, pour reprendre cette phrase qu'il a souvent répétée, et qui a peu fréquenté l'école et qui vient d'un milieu vraiment très humble. Rien ne laissait vraiment prévoir qu'une amitié si longue, si belle, allait naître entre ces deux hommes. Mais ils ont une chose très forte en commun, c'est que ces deux artistes, dont des êtres qui ont une sensibilité particulière, et ensuite, ils ont un trait de caractère commun, c'est qu'ils aiment énormément rire. Sur la rue de Vaugirard, il y avait là un marchand de vin et restaurateur qui servait une bonne cuisine à bon compte. Suzor et moi allions souvent nous restaurer là, bien entendu, lorsque l'état de nos finances nous le permettait. Lorsque Suzor entrait en imitant des cris de bête avec des gestes appropriés, les gens riaient et l'applaudissaient. Et lorsqu'il y avait des dames, alors là, Côté ne se possédait plus. Comme mon studio était à côté du sien, je savais à peu près ce qui se passait chez lui. Un jour, une jolie grande blonde arrive toute pimpante avec des fleurs, sans doute pour fleurir le studio de notre ami Côté. Elle frappe à sa porte, mais sans avoir de réponse. Elle repart en diable. Elle avait entendu du bruit qui lui fit comprendre que Côté était barricadé avec une autre femme. Plus tard, Suzor est venu me trouver en me reprochant de ne pas avoir amusé la jolie grande blonde en attendant qu'il eût fini avec l'autre. Arthabaska, ce 11 mars 1906. Mon bien cher Aurel, j'ai reçu avec une grande joie ta dernière belle et bonne longue lettre. Elle nous a fort intéressés, réjouis, amusés. C'est tout dire. Nous sommes de ce temps dans la belle semaine sainte. J'aime à croire, et j'en suis convaincue, que toi aussi, très cher, tu te seras recueilli. Le ciel, oui, le ciel, si nous voulons, nous irons. Nous serons réunis tous pour ne plus jamais nous séparer. Là, tu seras un second Michel-Ange, mon cher. J'ai demandé à Dieu, avec beaucoup de ferveur, tout le saint temps du carême, qu'il te fasse entendre sa douce voix, cette voix puissante qui n'a pas moins d'empire sur les volontés que sur tous les éléments de la nature. Dans cette ferme confiance en toi, je te quitte, pas pour longtemps, et j'aurai, je l'espère, le bonheur de te serrer encore une fois sur mon cœur. En attendant, prends bien soin de toi et bon courage toujours. Crois-moi toujours, ta mère affectionnée, Cécile Adeline. Un soir, Suzor Côté m'amena au Grand Opéra de Paris. On y donnait Tannhäuser de Wagner. Dès les premiers accords, je commençais à être ému. Je le fus jusqu'à la fin. En été, au temps des vacances, Suzor allait en Bretagne. Les peintres y étaient attirés par ses paysages et sa vie caractéristique. À l'automne, il revenait avec des études d'intérieur d'église bretonne pour les exécuter en plus grande dimension. Il en a même exposé au Salon de Paris. À ma connaissance,
Il a travaillé assez longtemps à un tableau, un couple de Bretons au retour des champs. En juillet 1907, je repris le bateau pour le Canada avec Suzor Côté. Il ramenait avec lui des toiles historiques comme la mort de Cadieux, un héros du début de la colonie, et une autre sur la mort de Montcalm. Il espérait se faire un nom avec une grande toile qui racontait l'arrivée de Jacques Cartier au Canada en 1534. Suzor Côté avait l'intention de l'offrir à son ami et protecteur, Sir Wilfrid Laurier, pour orner le Sénat à Ottawa. Mon cher Aurel, je viens de recevoir ta lettre. J'ai des nouvelles de ton tableau qui, en somme, me paraissent très favorables. Sir William Van Horn, qui pour moi est l'autorité par excellence dans ces matières en ce pays, est tout à fait satisfait de ton œuvre et désire en faire l'achat pour le Sénat. Sir George Drummond et M. Boyer sont un peu moins enthousiastes. Leur principale critique, ou plutôt leur seule critique, est que ton Jacques Cartier est décidément trop beau. Entre nous, ça a toujours été mon impression. Je ne crois pas que Cartier, en descendant de son navire, ait porté d'aussi beaux habits que ceux dont tu le revêts. Je suis disposé à croire qu'on va te demander de le retoucher. Bien à toi, Wilfrid Laurier. C'est finalement le gouvernement du Québec qui, en 1922, se porta acquéreur de son Jacques Cartier. À partir de ce moment-là, Suzor Côté délaissa la peinture historique. Il devint, au fil des ans, une autorité reconnue comme peintre de la neige et de nos hivers canadiens. La presse nationale, autant francophone qu'anglophone, s'entendait pour dire qu'il valorisait le pays et ses gens. D'autres lui attribuèrent d'avoir adapté le courant impressionniste français à nos paysages. En fait, je dirais que Suzor commençait à affirmer un style bien personnel qu'il allait conserver jusqu'à la fin de sa carrière. Ce qu'il aimait avant tout, c'était la marche. Grand marcheur moi-même, nous avons exploré ensemble tous les coins des rivières Nicolet et Gosselin et des Appalaches, qui servent de si beau fond de décor à Arthabasca. Les moindres méandres de la rivière Gosselin l'attiraient particulièrement. C'est pas un explorateur pour parcourir le pays, des Rocheuses aux Maritimes, à nous montrer toutes les facettes du pays. C'est Arthabasca, c'est ça le cœur. Et ce cœur est riche de tous les potentiels, finalement. De là, il peut montrer, effectivement, toute la beauté, toute la richesse de la nature canadienne, mais à partir de son noyau principal, qui est Arthabasca pour lui.
Je ne puis pas dire qu'il fût un imaginatif. Loin de là. Je l'ai vu trop souvent à l'œuvre. La photographie était pour lui un précieux auxiliaire. Ces photos qu'il prenait quand nous marchions dans la campagne, sans être copiées servilement, lui étaient très utiles. Suzor Côté ne tenait pas en place longtemps. En plus de son atelier d'Arthabasca, il a toujours eu un autre atelier à Montréal. C'était meilleur pour rejoindre sa riche clientèle, disait-il. En 1918, il installe son atelier montréalais au 67 de la rue Sainte-Famille, chez son grand ami, le sculpteur Alfred Laliberté. C'est là qu'il prendra comme apprenti Rodolphe Duguay, le seul et unique élève qu'il acceptera durant toute sa carrière. Travaillez votre peinture comme si c'était de la mosaïque. Examinez votre ton. Préparez-le sur votre palette et voilà, posez-la. Ne grattez pas, ne l'adoucissez pas, ça fait de la peinture molle. Et de la peinture molle, c'est écœurant. Faites du croquis. Beaucoup de croquis. Travaillez avec enthousiasme. Suzor Côté a 48 ans quand Duguay la rencontre la première fois. Duguay s'est amené avec des dessins, des pochades, pour se faire évaluer par Suzor Côté. Puis la critique a été assez brusque. Suzor Côté lui dit tout de suite en commençant, « Vous savez pas dessiner. » Puis là, il prenait ses feuilles, puis ses dessins, puis il envoyait ça au bout de ses bras, sur le plancher. Duguay était plutôt humilié. Puis pour une fois, Duguay a fait une colère. C'est un homme plutôt calme, tempéré. Il lui a dit qu'il n'était pas venu pour l'embêter, puis qu'à 27 ans, il savait ce qu'il voulait. Là, tout de suite, c'est ça qui a tout changé, à mon avis, parce que là, Suzor Côté s'est amadoué. Et puis là, il lui a proposé de devenir son élève. Vous comprenez, c'est l'air qu'il faut peindre. C'est-à-dire que l'air doit jouer dans la moindre partie du tableau. Donc, pas d'ombre massée noire. Il faut des gris, des bleus, des violets. Et beaucoup moins de dureté dans les courants qui effleurent l'eau dormante. Le reflet dans l'eau est toujours plus foncé que l'objet reflété. Il faut que tout ça chante. Ne faites pas comme tant de nos bons peintres qui ne font que refaire les mêmes sujets année après année. Il faut travailler à sa guise, à sa manière, toujours et partout. Arthabasca, 15 mars 1920. Monsieur Rodolphe Duguay, 67 rue Sainte-Famille, Montréal. Cher Monsieur Duguay, vous me dites que vous arrivez au bout de vos capacités. Ça se peut. Ça se voit souvent chez les jeunes. Et aussi chez les plus vieux. Si vous ne pouvez plus travailler au grand tableau, allez dans ma chambre à coucher et dans ma pile de tableaux appuyés le long du mur. Vous y trouverez ma grande photographie de la bénédiction des érables à sucre. Vous mettrez au carreau et commencerez à ébaucher avec l'étude au pastel qui est sur le mur à droite, au fond de l'atelier. Je voudrais bien que vous puissiez m'ébaucher ce tableau avant votre départ pour Paris. Suzor Côté.
Nous te bénissons, Dieu créateur, pour les merveilles de ta création, pour ces érables pleines de sève et de vie. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Les gens aujourd'hui appellent ça une superstition. Mais il y a quelque chose de grand dans cette idée. C'est ça qui relie le travail journalier au divin. C'est la reconnaissance d'une puissance qui est plus grande que l'homme. C'est grand et ça me touche. Et quand je suis touché, je puis peindre. Et toujours, quand je suis dans mon propre pays, au milieu de mes gens, je suis touché et inspiré. Ces dernières paroles de Suzor m'ont poursuivi pendant longtemps. Un jour, je suis retourné au musée Laurier à Arthabasca. C'était le bureau de poste de mon enfance. Il y avait là, paraît-il, un portrait peint par Suzor Côté qui allait pour le moins me surprendre. Suzor avait dessiné le portrait de mon sosie. Sur le coup. Plus sérieusement, Suzor a fait de magnifiques fusains des pionniers de notre village. Cet homme aiguisant sa faux en témoigne. Le trait est fort, incisif. J'avais photographié mon père autrefois faisant le même geste. Que mon père soit de la même trempe que les gens dessinés par Suzor Côté me touchait. Ça, la carte mortuaire de mon grand-père était faite... Oh non, elle est dans ma sacoche. Elle était faite d'après une œuvre de Suzor Côté. Il est mort en 27, mon grand-père, en octobre 27. Elle est ici. Est-ce que je la tiens bien? Oui. Savez-vous si Suzor Côté payait votre grand-père pour qu'il pose pour Oh! votre grand-père? Ça, je ne crois pas. Mais peut-être qu'il pourrait bien lui donner peut-être un tabac, mais mon père lui fournissait. Okay. Je ne crois pas. Mais peut-être, mais s'il le payait, c'était une coupe de pièces. En ce temps-là, ça n'avait pas beaucoup de valeur pour les gens, le travail d'artiste. Hein? Dans ce temps-là, il n'y avait pas de centre de... Comment on pourrait dire, de centre de l'âge d'or et tout ça. Alors, les vieux venaient s'asseoir sur le banc du magasin, puis bien des fois, il y avait 3 ou 4 chaises de plus qu'ils en ajoutaient. Puis ça jasait, alors ils savaient où le prendre. Il y avait juste à venir, puis ils le trouvaient. Il y a des artistes à l'époque de Suzor Côté qui font l'inventaire du patrimoine rural. Il n'est pas intéressé vraiment à faire ce travail d'ethnographe, si on veut, puis de recenser toutes les traditions, toutes les coutumes, comme La Liberté va le faire. Je pense que c'est l'idée plutôt celle d'affirmer un type, de dire il y a eu un type canadien-français, un type de pionnier, et à partir de quelques modèles qui vont s'imposer, qui vont devenir cette espèce de galerie de portraits du colon, de l'habitant, comme Suzor les appelle. Il vaut la peine que je parle d'un de ces modèles. C'était vraiment un vieux pionnier authentique, possédant une physionomie remarquable. Suzor Côté l'a peint sous toutes ses faces. Son portrait est dans le moindre des musées du Canada et des États-Unis. Il s'appelait Esdras Cyr, mais portait le sobriquet de Finette, ce qui le caractérisait parfaitement. Il était doué de beaucoup d'esprit, ses réparties étaient fines et amusantes. Plus Suzor le faisait parler, plus il s'attachait à son modèle. J'allais souvent à l'atelier pour le plaisir de l'entendre parler avec l'artiste des premiers temps des Bois-Francs.
Le vieux nous racontait la rude existence qu'il avait menée dans sa lutte contre la forêt et la misère lorsqu'il était venu s'établir à Sainte-Sophie d'Halifax, avec pour toute fortune sa hache et son courage. Arthabasca, 16 septembre 1920. Mon cher Duguay, je suis heureux de savoir que vous avez terminé votre travail chez moi et que vous êtes rendu chez vos parents en Nicolette pour voir à vos derniers préparatifs pour votre départ pour Paris. Je ne pense pas pouvoir aller vous voir à Nicolette. Je suis trop occupé avec ma statuette du portageur. Mon modèle peut partir d'un jour à l'autre et je me hâte de finir. Je serai à Montréal la semaine prochaine et vous verrez pour vous remettre le 128 piastres que je vous ai promis pour votre passage en bateau vers la ville Lumière. Je vous envie presque et je voudrais vous suivre. Bien à vous, Suzor Côté. Arthabasca, 1er décembre 1921. Mon cher Duguay, je vous prie de bien vouloir me pardonner si je n'ai pas répondu plus tôt à vos bonnes lettres de Paris. J'ai eu tant de douleurs et de chagrin à supporter en un court espace de temps que j'avais presque perdu la tête. La mort de mon frère bienfaiteur, puis le comble, celle de ma mère que j'adorais. En perdant ma mère, j'ai appris que je perdais tout. Pour moi, il n'y a plus rien qui vaille en fait de sentiment. Et s'il n'y avait pas l'art qui survit à tout, qui domine tout, ma foi, je crois qu'on irait se jeter à l'eau. Un jour de février 1927, dans son atelier montréalais de la rue Sainte-Famille, Suzor Côté fut terrassé par une attaque de paralysie. Il n'avait pas 60 ans. Il passa les 10 dernières années de sa vie en Floride. Je le revis là, après qu'il eut épousé pour la garder près de lui, sa garde malade. Une jeune fille dévouée et très belle. Ensemble, ils voyagèrent dans les Antilles et à Cuba. Le grand peintre d'Arthabasca, ben, c'était un homme plutôt joyeux, plutôt gai, plutôt... Même Isabelle a dit, moi, je l'ai connu en 1934, je pense. Moi, j'aimais beaucoup Mathilde, parce qu'elle était très gaie, puis elle était très bonne pour Suzor. Je crois que c'est par reconnaissance qu'il l'aurait mariée. Il l'a demandé en mariage, et puis elle voulait pas, elle se trouvait... Elle pensait que les mondes...
aurait quelque chose à dire. Et puis les dames, on appelait à Daytona les dames qui venaient passer leur hiver en Floride, on les appelait les dames de Québec. Puis on a parlé, puis on dit « Marie-le, c'est la seule chose qui va te laisser son nom. » Malgré sa maladie, Suzor Côté exécutera en Floride 2 sculptures, dont un buste de Mathilde. Cette Mathilde Savard avait, disait-il, du sang sauvage dans les veines. Elle était en effet un type magnifique de métisse, yeux d'un noir velouté, voilé de grands cils. Son port était gracieux. Enfin, tout pour plaire à l'œil d'un artiste important. Daytona Beach, le 22 mars 1934. Mon cher ami Duguay, je vous arrive en surprise, n'est-ce pas? J'ai toujours voulu vous écrire, mais j'ai différé, me disant, lui ferais-je plaisir ou non? Car depuis que je suis tombé le long de la route vers le but glorieux de l'art que j'ai tant aimé, beaucoup de ceux qui se disaient mes amis m'ont délaissé, même abandonné tout à fait. Peut-être en avez-vous fait autant? Bien à vous, Suzor. Oui, je l'ai connu comme ça. Mais il avait la barbe blonde. Sa barbe blanche était plus longue. Ses cheveux étaient plus... il n'y avait pas ça, là. C'était plutôt comme ça. Il était plus à mode, là. Il n'est pas à mode, là, comme ça. Mais il est beau pareil. Mais dans ce temps-là, il n'était pas au lit tout le temps, là. C'est quand il voyageait avec son infirmière, ça. Moi, je suis sortie du couvent en juin. Et puis, j'ai obtenu un emploi chez Mme Jugement-Loin à Tabasca. Elle se cherchait une demoiselle de compagnie pour passer l'hiver dans des Daytona. Mme Malouin était ma patronne. Elle était cousine avec... cousine germaine avec Suzor Côté. Alors, on recevait des lettres d'Arthabasca. Puis quand... ça distrayait Suzor de les lire après. Hein? Alors, on allait j'allais porter les lettres à Suzor quand elle les avait lues. Puis là, il disait, bon, viens vite, là, viens t'asseoir, là, mon petit rayon de soleil. Il me parlait de sa jeunesse, de ses voyages. Il me parlait de son atelier à Montréal. Il y avait un atelier à Montréal. Il y avait son atelier à Tabasca, mais il y en avait un autre à Montréal. Mais c'est surtout ça. Il parlait de sa peine de pas être capable de peindre. Ça, c'était sa grande souffrance morale de ne pas pouvoir prendre ses pinceaux, là. Ses chers pinceaux qu'il disait, là. Au moment où la maladie m'a atteint, j'arrivais à mieux comprendre, à mieux sentir. Ayant donc de meilleures choses à dire, l'expérience et une technique épurée aidant, j'eusse pu les exprimer avec plus de force, de persuasion et de clarté. Ainsi va la vie. Place aux jeunes. À eux de continuer l'effort et tenir haut et ferme le flambeau de l'art qui doit éclairer la vie.